Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. On ne compte plus les acteurs politiques, les chefs d'entreprise, les jeunes, les entrepreneurs, les hommes politiques qui passent dans notre émission, dans le Da Fresh Morning qui est devenu une véritable plateforme d'information, de culture et de divertissement. Et René Ruc, tu connais Fabrice Zebekale? Oui. Tu le connais? Oui. Parce qu'il est assis à côté de toi. Je connais, hein? D'accord. Ah, d'accord, merci René Ruc. Donc Fabrice Zebekale, il est directeur général de la SEM, la Société équatoriale des mines, depuis le janvier 2012. Fabrice Zebekale a construit une carrière internationale dans les services financiers en travaillant pour des grands groupes banquiers et télécoms, responsable de l'activité Corporate Investment Banking chez Citibank au Gabon. Il rejoint Celtel International en qualité de groupe Corporate Finance Manager. Il travaille au financement des différentes entités du groupe en Afrique subsaharienne, élève un montant de 1,5 milliard de dollars. Bon, je ne peux plus continuer à lire le site là, parce que Monsieur Zebekale, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Il y a beaucoup de sites qui parlent de vous, hein? Ah bon? Oui. On a l'impression que vous avez 150 ans. Non. Non, mais si, hein, depuis le matin, dès qu'on tape Fabrice Zebekale, attendez, regardez, rien que sur Google Images, vous imaginez tout ça? Rien que pour vous. Mais ce sont toujours les mêmes événements. De passer Baponga ou C'est quoi votre secret, le travail? Vous êtes Gabonais? Oui, je suis Gabonais. Vous avez appris au Gabon? J'ai appris au Gabon, j'ai appris au lycée Léon-Bas. Jusqu'en quelle classe? Jusqu'en première et puis après je suis parti. Vous avez eu la bourse ou parti à cause des parents? Je suis parti grâce aux parents pour faire la terminale et puis après j'ai eu la bourse. Ah d'accord, donc vous êtes parti avant la terminale? Oui, j'ai fait la 6e jusqu'à la première et puis je devais faire la terminale. Finalement, mes parents ont pu trouver une place à l'étranger, donc je suis parti faire la terminale. J'ai eu mon bac là-bas, mais après j'ai eu la bourse. Ah d'accord, ils ont fait le dossier pour que vous... Ils ont fait le dossier, ça a été compliqué d'ailleurs. Vous avez fait quelle série au lycée? À l'époque, il y avait la seconde S. Donc j'ai fait seconde S, première S, et puis après j'étais en terminale C. Donc vous êtes un mathématicien à la base? J'étais un peu forcé de faire les mathématiques. Ah. Voilà. J'étais moyen complet. Voilà. J'étais pas excellent dans une matière, j'étais moyen complet. D'accord. Ah, ça c'est terrible. Mais comment vous arrivez en C et puis vous dites que vous étiez moyen complet? Moyen complet, ça dit quoi? Le gars qui a 15 sur toutes les sur toutes les matières, ou bien il a 14 en haut, 13 en disons bas. que j'avais peut-être 12 partout. Voilà, il n'y avait pas une matière qui me coulait, mais il n'y avait pas une matière où j'étais excellent. Donc du coup, par rapport à ceux qui étaient vraiment bons en maths, bon, moi je ne pouvais pas tenir. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas allé je suis pas allé faire ingénieur ou quelque chose comme ça. Quand vous partez en terminale à l'étranger, vous allez dans un pays francophone ou un pays anglophone? Non, c'était en France. Ah, c'était en France. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. En terminale, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Oui, je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais être banquier. Donc, je devais faire des études qui me permettraient de devenir banquier. À cause de quoi? Du pognon? À cause du pognon. À cause du pognon. Je pensais qu'en étant banquier, on pouvait avoir beaucoup d'argent. Ah, d'accord. Mais j'ai vite déchanté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est l'argent des autres qu'on gère. Mais les banquiers ne sont pas les plus riches. C'est intéressant parce qu'on travaille avec différentes personnes, on travaille avec des entreprises dans différents secteurs. Donc c'est très varié, mais on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais vous ressemblez pas, quand on vous voit, vous ressemblez pas à quelqu'un qui aime l'argent. Les gens qui aiment l'argent, ils sont un peu imbus, ils ont toujours un visage attaché, ils ont toujours un petit air condescendant. Vous avez voulu l'argent pour aider les autres ou bien parce que vous aimez le bling-bling? Non, j'aime pas le bling-bling. Au contraire. Non. La première société, après, sûrement vous avez fait l'université en France? Oui, j'ai fait l'université en France, oui. Et puis après, vous êtes sorti de l'université, vous êtes allé dans une entreprise ou vous êtes d'abord rentré au Gabon? Après, quand j'ai fini à l'université, j'ai soutenu mon mémoire en octobre-novembre. Un mémoire, un doctorat ou... Non, c'était juste un master 2. D'accord. Mais j'ai soutenu en octobre-novembre 96 et en février 97, je suis venu au Gabon et j'avais commencé à chercher un peu avant même de rentrer au Gabon. Et il n'y avait pas encore des sites d'internet qui permettaient de trouver le travail à distance. Il fallait envoyer par la poste. D'accord, le dossier.
Il fallait envoyer le dossier par la poste ou bien avoir quelqu'un qui connaît, qui peut le déposer à la bonne personne, etc. Voilà. Et vous avez trouvé votre premier emploi au Gabon? Oui, j'ai commencé ma carrière au Gabon. J'ai travaillé à Citibank. J'ai commencé le 1er avril 97. Je n'étais même pas encore. Tu n'étais pas né. Non, j'étais né. Oh, Ingrid, j'étais Non, né. c'est ta bouche. Donc, comment vous faites pour vous retrouver à la Société équatoriale des mines? Alors, j'ai eu... Parce que je sais que vous êtes passé par Celtel. Oui, oui. Vous avez, ça veut dire quoi, lever un montant de 1,5 milliard de dollars? Ça veut dire que à Celtel, on avait besoin de tellement d'argent que la direction générale avait décidé d'embaucher 2 personnes qui avaient l'expérience de banquier. Donc, on était des banquiers, mais au sein de l'entreprise. Et quand le directeur financier du Gabon, par exemple, voulait emprunter auprès de banques, même gabonaises, il devait passer par nous. Et nous, on était comme une usine à emprunter de l'argent. Ah, d'accord. Parce qu'on savait exactement que dans tel pays, on a obtenu telle condition, et donc dans un autre pays, il faut obtenir les mêmes conditions. Et mon travail, c'était d'emprunter tout le temps pour la maison mère, pour les filiales, etc. Donc, quand je fais le cumul de tous les crédits que j'ai obtenus pour le groupe Celtel, pendant les 3 ans que j'ai passé là-bas, ça s'élève à 1,5 milliard. Ah, d'accord. Donc, les entreprises aussi, vous faites comme les États. Vous empruntez de l'argent. Exactement, on Le fait la taux même chose. d'endettement. Ah, sinon, une entreprise ne vit pas. Elle a besoin d'argent. Ah, donc, le président a raison d'emprunter de l'argent. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez levé 1,5 milliard de dollars. En Au fait, ce total. n'était pas votre argent. Mais Non, quand non. ils Ah, écrivent j'aurais ça, aimé. quand ils écrivent ça dans votre CV, on a l'impression que c'est votre argent. Bah alors là, c'est comment dire, c'est pour faire bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous partez d'une entreprise à une autre? Le goût de la recherche ou bien juste l'insatisfaction? Ou bien vous sentez que vous êtes arrivé à un degré où vous devez évoluer? Non, c'est exactement C'est le ça. système J'arrive. J'avais regardé ça dans un documentaire, on dit que c'est les jeunes Américains qui se comportent comme ça. Quand ils évoluent dans une entreprise, ils préfèrent aller tester son expérience ailleurs. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait être dans la vie. Je ne me vois pas faire la même chose pendant 10 ans. Il faudrait que je sois vraiment confronté à des situations variées tous les jours pour me maintenir, me garder intéressé. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai envie de faire autre chose. Jusqu'à ce que je vienne à la Société équatoriale des mines, il y avait plutôt une certaine... il y avait un fil conducteur en fait dans ce que je faisais. J'ai commencé dans la banque. Après, je suis allé à Celtel. Pourquoi Celtel m'a pris? Parce que les 2 personnes qui travaillaient là, j'avais d'abord fait un stage de 2 mois pendant les vacances à Celtel, aux Pays-Bas. Et les 2 personnes qui travaillaient là, c'était un Anglais et un Néerlandais qui ne parlaient pas français. Or, ils devaient emprunter dans les pays francophones. Or, moi, j'avais cette expérience-là. Donc, je suis venu. Ils m'ont pris. Ça s'est bien passé. Quand le patron anglais est parti, le Néerlandais a été promu. Il avait besoin d'un adjoint. Il s'est souvenu que moi, j'avais travaillé là, que ça s'était bien passé. Et donc, je suis venu d'abord pour m'occuper des pays francophones, parce qu'ils ne savaient toujours pas faire ça. Et puis, petit à petit, j'ai inspiré confiance. On m'a donné maintenant les quelques pays anglophones aussi à gérer. Et voilà comment ça s'est fait. Mais c'était un métier de banquier. Ça, c'est un truc qu'on ne savait pas. En fait, dans les entreprises, il faut avoir un professionnel qui sait comment on emprunte de l'argent. Ah oui. Mais dans les business plans qu'on fait là, quand on monte nos entreprises, être des petits entrepreneurs, ça ne nous aide pas, en fait. Il nous faut un professionnel qui nous montre comment faire pour que la banque nous donne de l'argent. Exactement. Parce que sinon, votre business plan, ça reste un bel exercice théorique. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que l'entrepreneur veut de l'argent. Que ce soit par des investisseurs ou bien par des banques, mais il veut de l'argent. Donc, il faut que le document où il décrit son projet lui permette d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir de l'argent. Sinon, ça ne sert à rien. Vous êtes le premier chef de la SEM, ou bien avant vous, il y a eu quelqu'un? Non, je suis le premier parce que la SEM a été créée en août 2011. Et donc, elle a été créée par la volonté du président de la République qui a signé le décret de création en août 2011. Ensuite, il s'est passé jusqu'à janvier pour que je prenne mes fonctions. Et c'est le 4 janvier 2012 que j'ai commencé à la SEM. Égalité des chances ou lobbying? À complètement égalité des chances. Parce que moi-même, j'étais surpris. Je pensais que c'était une blague qu'on me faisait au téléphone. Et j'ai demandé d'être, qu'on m'explique bien ce que c'était, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, je pense que c'est l'égalité des chances. Vous étiez surpris
parce que vous n'étiez pas à la hauteur de la charge qui arrivait, ou bien parce que vous étiez content? Parce que je n'ai jamais travaillé dans les mines avant. Je ne savais pas ce que c'était une société minière. La seule entreprise minière que j'avais vue, c'était Comilog. Quand j'étais à Citibank, Comilog, c'était un client. Donc, 2 fois, je suis parti à Mwanda pour aller visiter la mine. On ne leur prêtait même pas d'argent parce qu'ils ne voulaient pas emprunter chez nous. Donc, c'était vraiment ça que j'ai vu dans le secteur minier. Et moi, si on me demandait de parler de télécom, de financements internationaux, ça, je savais. Et tout d'un coup, on me dit, bon, tu vas gérer une société minière. Je dis, mais si vous me présentez un caillou, vous me dites que c'est de l'or, moi, je vous crois. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, c'est pour ça que j'étais surpris. Il n'y avait pas déjà de société minière avant au Gabon? Qui appartiennent à l'État, non. Ça, c'est la première société publique dans le secteur minier. Est-ce que vous avez compris pourquoi l'État a créé sa société minière, alors qu'il y en avait dans le secteur du privé? Parce que quand l'État crée une société minière, c'est une société parapublique ou bien c'est une société privée de droit public? Non, c'est une société parapublique. D'accord. Oui. Alors, l'État a créé la SEM parce que l'État voulait être plus actif dans le secteur minier. Hein? Quand les sociétés minières produisent, elles créent de la richesse. Donc l'État disait, oui, mais je ne gagne pas suffisamment. Il y a plusieurs moyens. L'État aurait pu dire, bon, j'augmente les taxes. Mais si l'État augmente les taxes beaucoup trop, les sociétés minières vont fuir parce qu'elles ont l'opportunité d'aller ailleurs. Hein? Donc l'État a dit, mais je vais faire autrement. Je vais créer une société minière qui va prendre des participations dans les projets miniers au Gabon, qui va investir et qui va recevoir des dividendes comme n'importe quel investisseur. Ça permet à l'État de gagner plus d'argent au total. Ça ne crée pas un sentiment de frustration des autres sociétés qui sont déjà là en se disant que c'est de la concurrence déloyale? Au départ, je pense qu'il y a eu quelques inquiétudes des sociétés privées parce que tout d'un coup, c'est un changement très très fort. Hein. Quand il y a un changement, les gens sont toujours inquiets parce qu'on modifie le statu quo. Donc, il a fallu expliquer, leur dire non, on ne vient pas vous prendre vos permis. Il y a un cadre, il y a le code minier qui va préciser ce qu'on peut faire, il y a le décret de création qui explique quelles sont nos missions. Et au bout de quelques mois, je pense que les inquiétudes se sont dissipées. Et jusqu'à présent, ce qu'on a fait, à aucun moment on est allé prendre le permis d'une autre société. Ils ont vu dans le code minier qu'il n'y a pas de dérogation exceptionnelle à la SEM parce que c'est une société publique. On est soumis aux mêmes règles qu'elle. Simplement, nous avons la possibilité de prendre des participations dans leurs projets. Donc, on ne les vole pas. Ok. Mais s'ils ne veulent pas que vous preniez participation dans leur projet? Alors, le code minier qui a été voté dit ceci. L'État, à travers la SEM, aura droit à une participation de 10% dans tous les projets. C'est la loi. Donc, les sociétés minières n'ont pas le choix. Elles doivent donner 10% quand elles commencent à produire. Quand elles font de la recherche, l'État dit, bon, vous faites comme vous voulez, vous restez dans votre coin. On se verra au moment où vous commencerez la production. Quand vous commencez la production, c'est là où le gain commence à rentrer. L'État veut 10%. Et l'État dit, le code minier dit, en plus de 10%, je vais négocier avec vous pour avoir 25% de plus pour qu'au total, ça fasse 35%. Mais les 25% là, on va discuter du prix. Les 10%, vous me donnez ça gratuitement parce que l'or, le fer, le manganèse sont sur le territoire gabonais et toutes les ressources minérales qui sont sur le territoire gabonais, dans le sous-sol, appartiennent par la loi à l'État. Donc l'État dit, je te donne une licence pour exploiter, tu es comme un locataire, pour exploiter mon sous-sol. Mais ça m'appartient, donc il faut que tu me payes des redevances. Et l'une des formes de redevances que j'impose en tant qu'État, c'est de donner 10% de participation à l'État gratuitement. Maintenant, 25% de plus, on va négocier. Tu vas me dire combien c'est, je te dirai que c'est trop cher, jusqu'à ce qu'on trouve le bon prix. À ce moment-là, l'État paye. D'accord, donc il y a 25% à négocier, il y a 10% imposables et il y a encore les impôts que je paye. Il y a toujours les impôts, bien sûr. Il y a toujours les impôts. Pourquoi vous ne voulez pas payer d'impôts? Non, je vais poser la question pour ne pas j'essaie de me mettre à la place d'un entrepreneur dans le secteur minier pour savoir est-ce que je ne serais pas asphyxié. Parce qu'on sait on sait aussi que dans le secteur minier, il y a beaucoup d'informels. Alors, il y a de l'informel sur certains miniers. Il y a le marché noir. Pour l'or. Bien sûr, pour l'or. C'est là où j'en Mais arrivé. il n'y a pas de marché noir dans le fer, par exemple, ou le manganèse. Pourquoi? Parce que le manganèse, vous ne pouvez pas transporter ça juste sur un camion. Comilog a besoin du chemin de fer pour évacuer le minerai de Mwanda jusqu'au Vendo. Donc, dans ce qu'on appelle
les minerais de base, c'est le volume qui compte. Donc, il faut des chemins de fer, il faut des ports. Donc là, il n'y a pas de marché noir parce que ça ne se prête pas, le modèle économique ne se prête pas. L'or, en revanche, c'est différent. Dans un gramme d'or, aujourd'hui, vaut 20 000 francs CFA. Si vous avez 1 kilo d'or, c'est déjà 20 millions. Or, 1 kilo d'or en poudre, vous mettez ça dans un flacon d'aspirine. Donc, vous voyez les flacons d'aspirine là, c'est tout petit. Vous mettez de la poudre dedans, c'est comme du sable, mais c'est de l'or. Ce que vous réussissez à mettre dedans, ça vaut 20 millions. Vous pouvez le mettre dans la poche, n'importe où. Okay. Donc là, il peut y avoir le marché noir parce que sur un petit volume, vous pouvez transporter beaucoup de valeur. Donc c'est là où c'est beaucoup plus... Est-ce que l'or a encore sa valeur dans le temps, là où... La valeur de l'or fluctue, mais comment dire, ça garde toujours de la valeur. À part les bijoux, on peut faire autre chose avec de l'or? Bien sûr. Dans vos ordinateurs, là, il y a de l'or. Dans vos ordinateurs, il y a de l'or. Il n'y a pas beaucoup d'or, mais il y a de l'or. Il y a peut-être 1 gramme ou 2 grammes. D'ailleurs, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le recyclage des appareils électroniques pour aller récupérer l'or qu'il y a dedans. D'après, je faut que... Oui, mais là, vous avez peut-être 4 ou 5 appareils. Donc, vous allez peut-être récupérer 4 ou 5 grammes d'or. Ça va vous demander beaucoup de travail pour juste, 80 000, 100 000 francs. C'est pas rentable. Il faut faire ça sur des milliers de machines pour que ça commence à devenir rentable. Alors, je voulais dire justement, l'une des missions, sinon la mission principale de la SEM, en fait, c'est d'améliorer la vie des Gabonais en les faisant profiter justement du développement responsable des ressources minières. Ça veut dire que c'était un peu l'anarchie avant? C'était pas l'anarchie avant, c'était... dans l'or, il y a eu des situations difficiles ou un peu désordonnées. Tout le monde a en tête Minkébé, par exemple, où Minkébé a produit beaucoup d'or par des gens qui n'avaient pas toutes les autorisations, qui ne déclaraient pas leur production et qui ne payaient pas de taxes à l'État. Donc, ce genre de situation, il ne faut plus que ça se reproduise. Donc, on travaille depuis 2012 à formaliser le secteur aurifère artisanal au Gabon. C'est là où il y a un peu de désordre. Mais sur le reste, il y a une société marocaine, Managem, qui a une mine d'or à Bakoudou, à côté de Mwanda. Cette société produit beaucoup d'or, elle produit 1 tonne d'or. Elle paye ses taxes, elle déclare sa production. Donc là, il n'y a pas de désordre. Le désordre, il est surtout au niveau des artisans orpailleurs qui ne sont pas tous encadrés. Il y en a qui ont leurs autorisations, mais il y a certains qui ne prennent pas d'autorisation, qui ne déclarent pas leur production. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour gérer tout ça? Alors, ce qu'on a décidé de faire... Parce qu'on sait qu'à un moment, il y a eu des problèmes là-bas où l'État a dû intervenir militairement dans la zone de Minkébé. Oui, justement. L'État a envoyé l'armée pour fermer le site parce que l'État estimait que ça devenait une zone de non-droit. Donc l'État a envoyé l'armée. Il y a maintenant un camp de militaires. Il n'y a plus d'orpailleurs à Minkébé. Ils ont tous été relocalisés ailleurs. Ce que nous, on a fait à la SEM depuis 2012, c'est qu'on a ouvert des comptoirs dans les zones d'orpaillage les plus importantes du pays. Donc pour l'instant, on a 5 comptoirs. Le premier, c'était à Makoukou. On en a un à Ndjolé, on a un à Mouila, on a Lastorville et on a Minzik. Et donc ces comptoirs-là sont staffés par nos agents qui, à partir de là, rayonnent sur la province pour aller dans les zones où les orpailleurs produisent. Donc, on achète l'or, on récupère l'or, on ramène à Libreville, on déclare l'or au ministère des Mines, et quand on revend l'or, à ce moment-là, on paye la taxe que les orpailleurs auraient dû payer. Ah, d'accord, vous payez ça pour eux alors? On paye ça pour eux, voilà. Donc, plutôt que de taxer les orpailleurs qui sont des milliers et qu'il est difficile d'identifier, de contrôler, etc., la stratégie qui a été mise en place, c'est que le collecteur, c'est-à-dire la SEM, paye la taxe au moment où elle revend l'or à ses clients. Ah, ça se passe. Est-ce qu'il y a aussi le diamant au Gabon? Alors, il y a du diamant artisanal, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a eu des recherches de diamants très intenses il y a 10-15 ans par des sociétés étrangères, mais qui n'ont pas été fructueuses. Ce qu'il faut savoir dans l'or, c'est que dans les mines, quelqu'un peut trouver quelque chose. On peut trouver de l'or.
Maintenant, après, il faut produire. Donc, si l'exploitation vous coûte plus cher que ce que ça va rapporter, ce ne sera pas rentable. Donc, il arrive très souvent qu'une société minière trouve de l'or, du fer, etc., mais ne lance pas l'exploitation parce que économiquement, ce n'est pas rentable. D'accord. Donc, dans le diamant, c'est ce que ces sociétés ont dit. Elles disent qu'elles ont trouvé des indices de diamant, mais que c'est tellement compliqué à exploiter que pour elles, ça ne va pas être rentable. Donc, elles ont préféré ne pas démarrer la production. Ça arrive très souvent. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous abattez au sein de cette entreprise, de la SEM? Je suis satisfait du travail que mes équipes et moi avons abattu jusqu'à présent. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. C'est un long chemin. Il ne faut pas s'attendre à ce que, du jour au lendemain, les choses changent. On a mis en place un outil qui est la SEM. La SEM a été staffée, on a mis en place une stratégie. La stratégie aujourd'hui donne l'accent prioritairement à l'or, à valoriser l'or, soit par la collecte de l'or artisanal, soit par la recherche et l'exploitation de nos propres mines. Mais ça ne se ressent pas, hein, votre stratégie de valorisation de l'or. Parce qu'on est au tout début. Vous savez, en moyenne dans le monde, hein, et ce n'est pas propre au Gabon, mais dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, etc., entre le moment où vous commencez l'exploration, hein, vous allez rechercher. En moyenne, on estime que c'est 7 ans plus tard que vous allez commencer à produire. 7 ans. Donc, il s'écoule 7 ans. Nous en sommes à l'année... nous avons 4 ans seulement d'existence. Seulement 4 ans. Donc, c'est tout à fait normal que les gens se disent « Oui, mais on ne produit pas encore ». Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme une radio, par exemple. Quand vous créez une radio, vous achetez les équipements, vous les installez, et quelques temps après, très rapidement, vous pouvez commencer à diffuser. Malheureusement, dans les mines, c'est pas comme ça. Il faut faire de la recherche, et la recherche prend du temps. On ne peut pas faire de la recherche à n'importe quel moment de l'année au Gabon, parce qu'il y a beaucoup de pluie. Souvent, les zones ne sont pas du tout accessibles, donc il faut attendre la saison sèche. Ce qui fait qu'on ne travaille effectivement que pendant 2-3 mois dans l'année. Ensuite, il y a des problèmes souvent d'accès. Il y a des zones où il y a des forestiers, donc il faut négocier avec eux parce que ce sont eux qui ont tracé les routes. Donc il faut négocier avec eux pour pouvoir accéder aux zones en question. Il faut faire venir du matériel. Ça coûte cher. Souvent, il y a des crises dans le secteur minier, comme on en a connu, où le prix des matières premières baisse. Et en ce moment, on est plutôt dans une zone qui n'est pas du tout favorable. Le prix de l'or a baissé, le prix du manganèse a baissé, le prix du fer a beaucoup baissé. Et quand c'est comme ça, les investisseurs se disent est-ce que c'est maintenant que je vais investir? Non, c'est pas maintenant, je vais attendre que ça remonte. Mais on ne sait pas quand ça remonte. Donc, c'est tous ces facteurs-là dont il faut tenir compte. Et c'est ça qui souvent retarde les travaux miniers. Mais la SEM est affectée comme les sociétés privées sont également affectées. Finalement, on se rend compte en parlant avec vous de la SEM que le banquier s'est finalement retrouvé dans les mines. J'ai appris. J'ai appris en posant beaucoup de questions aux ingénieurs. J'ai appris. Vous avez une bonne communication avec vos équipes? C'est à eux de le dire. Moi, j'espère, mais après, peut-être qu'ils vont vous dire que mais non, on ne comprend jamais ce qu'ils racontent. Ils nous donnent des instructions. Aujourd'hui, ils nous disent ceci. Demain, ils nous disent cela. On ne comprend pas. Donc, il faudrait leur demander. Ça, il faut encore qu'on les trouve. René Réduit, tu avais une question? Oui, pensez-vous que le secteur or puisse être un secteur de substitution par rapport au pétrole? Alors, je ne sais pas si à lui seul, le secteur or suffira à remplacer le secteur pétrole. Mais le secteur minier dans son ensemble peut effectivement apporter énormément au pays. Et l'objectif qui est suivi par le gouvernement, c'est qu'en développant le secteur minier, à terme, d'ici 15-20 ans, le Gabon puisse se reposer sur 2 pieds. Un secteur pétrolier, mais un secteur minier qui se sera développé énormément. Alors, dans son ensemble, lui, le secteur minier peut aider le Gabon, mais le secteur or seul, oui, peut aider, mais pas autant que le pétrole. Et quelle est sa place actuellement dans l'économie? Le secteur minier. Minier, aujourd'hui, le secteur pétrolier représente, je pense, 45% de la richesse nationale. Le secteur minier représente 5-6% seulement. Waouh, c'est pas beaucoup. Vous accompagnez... On a fait des progrès. Ouais. Il y a 5 ans, on était à 2-3%.
Donc en 5 ans, on est passé de 2-3% à 5-6%. Je pense qu'on est, on est dans la bonne direction. Oui, d'ici Ouais, parce que si ça devient très attractif, j'imagine qu'il y a de nombreuses multinationales qui veulent venir. Il y a aussi des partenaires. Par exemple, je crois que vous travaillez beaucoup avec les Chinois, mais ils ont la réputation qui émet de trop exploiter, de faire dans du... de l'abus. Est-ce que c'est vrai? Alors, moi je crois au contrôle. Non, moi je crois au contrôle. Hein. Okay. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il y a de bonnes et de mauvaises sociétés dans tous les pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique du Sud. Ouais. Il faut juste les contrôler. Et nous, quand on signe un partenariat avec une société, on lui dit... On veut que tu prennes tant de personnes locales. On veut que les personnes locales soient à tel niveau de responsabilité. Parce que si vous dites juste, on veut que vous preniez 10 Gabonais, ils vont prendre 10 ménagères et gardiens gabonais, mais ce n'est pas là où la connaissance minière se trouve. Donc non, nous on veut participer au processus de recherche. On veut comprendre comment ça fonctionne pour accumuler de la connaissance. D'accord. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut contrôler. Après, une société sud-africaine peut commettre des dégâts. Hein. Elle peut frauder également. Ce n'est pas réservé aux Chinois. Il faut juste contrôler. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeunes Gabonais qui se lancent dans l'entrepreneuriat minier? Et si oui, est-ce que vous les accompagnez? Alors, il y a des Gabonais qui veulent se lancer dans le secteur minier. Il y a par exemple un jeune qui s'appelle Nanetat. Nantat. Voilà, qui a gagné un prix lors du Grand Prix de l'Excellence il y a 2 ans. Et moi, je suis son mentor. Ah, d'accord. Donc, comme c'était le secteur minier et que la JA Gabon m'a approché pour me demander est-ce que vous ne voulez pas être son mentor, j'ai accepté. Donc, je l'ai guidé pour lui dire « Ah, attention, tu veux peut-être aller trop vite. Si tu fais ça, voici ce qui va arriver devant. Ne fais pas ça, fais plutôt comme ça, essaye de faire telle chose, etc. » Donc, depuis, il a pas mal progressé. Je pense qu'il est en ce moment sur le terrain. Et on travaille avec lui pour l'accompagner. Ce n'est pas simplement moi, c'est la société. On essaye de l'accompagner en lui donnant des conseils. S'il trouve une zone, par exemple, je peux envoyer un de mes géologues pour aller voir la zone, pour travailler avec lui, pour bien confirmer qu'effectivement, la zone-là, il y a quelque chose. Ce n'est pas simplement apparent. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de susciter des vocations. J'entends de plus en plus des gens qui s'intéressent à l'exploitation minière. En général, les gens sont plus intéressés par l'or. Parce que contrairement au manganèse, au fer, où si vous lancez une exploitation, il faut après un chemin de fer, un port, l'or, vous pouvez exploiter une mine d'or au milieu de nulle part. Après, il faut transporter ça. Et comme vous pouvez mettre 1 kilo d'or dans un flacon d'aspirine, la logistique devient moins importante. Mais le principal challenge du secteur minier, c'est que on ne peut pas se lancer juste avec 100 000 francs. D'accord. On ne peut pas. Hein. Ça nécessite beaucoup de moyens. Si vous voulez faire les choses sérieusement, ça nécessite beaucoup de moyens. On parle de plusieurs millions, quelquefois même pour les gros projets de dizaines de milliards. Donc ce n'est pas réservé à tout le monde. Et je pense que la voie, ce que j'essaye de faire comprendre à ceux qui veulent se lancer, c'est que commencer peut-être par faire la collecte, à racheter l'or auprès d'orpailleurs, après vous montez au stade de l'exploitation de mine à petite échelle. Et une fois que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez maintenant avoir de plus hautes ambitions et aller vers la recherche minière si vous voulez le faire. Est-ce que la SEM s'inscrit dans la logique du président de la République qui parle de transformation? Ah oui, tout à fait. Ce que j'ai compris quand je suis arrivé à ce poste-là, c'était qu'il fallait contribuer au développement du secteur minier au Gabon. L'une des manières de le faire, c'est de transformer. Pourquoi on transforme? Si on produit juste du manganèse, on prend dans la carrière de manganèse, on met sur le camion va mettre ça sur le train, ça arrive à Ovendo et puis ça part. Il n'y a pas eu de transformation. Ce que vous avez produit, par exemple, à 1000 francs, vous allez le vendre, par exemple, à 1100 francs. Vous gagnez peut-être 100 francs.
Si vous prenez ce que vous avez produit à 1000 francs CFA, la tonne, que vous transformez, ça veut dire que vous ajoutez de la valeur dedans. Les 1000 là deviennent 100 000. C'est maintenant 100 000 que vous allez exporter. Et donc là, vous avez gagné beaucoup d'argent au passage. Ah oui. Et c'est ça qui peut permettre, à mon avis, d'aller encore plus vite dans le développement du secteur minier au Gabon par la transformation. Maintenant, ce que je veux aussi préciser, c'est que il ne faut pas s'attendre à ce que tout ce qui est produit au Gabon soit transformé. Ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça dans le monde. Même les Chinois ne transforment pas tout ce qu'ils produisent. Les Australiens encore moins, les Sud-Africains encore moins. Donc il y aura un mix. Il y a une petite partie de la production qui sera transformée, mais le Gabon va toujours continuer à exporter du minerai brut parce que c'est la loi du marché. Tout le monde ne demande pas des produits transformés. Il y a beaucoup de gens encore qui veulent des produits bruts. Donc on va continuer de faire comme ça. Il faudra trouver un mix. On part de zéro. Là aujourd'hui, on a eu le complexe métallurgique de Mwanda qui transforme à peu près 2-3% de la production de Comilog. On incite les autres entreprises qui viennent de la manganèse à transformer également. Et petit à petit, ça va se faire. On ne va pas arriver à 100%, mais si on arrive même à 25% de transformation, de taux de transformation, ce sera déjà bien. Il y a une photo sur votre site internet, on vous voit, c'est dans un village. C'est où ça? Elle est déjà passée, attendez, elle va revenir dans quelques minutes. Vous allez souvent visiter les sites? Oui, parce que ce qui est intéressant dans le secteur minier, c'est que ça ne se passe jamais en ville. Il n'y a aucune activité minière Mais en votre ville. bureau est en ville. Le bureau est en ville, mais l'activité minière elle-même n'est pas en ville. Mais C'est comment toujours vous dans faites des pour endroits reculés. vérifier? Comment vous faites pour vérifier que tout se passe bien quand vous êtes vous-même assis en ville? C'est pour ça que je pars souvent là-bas. D'accord. C'est pour ça que je pars souvent là-bas. Là, par exemple, je pense que la photo qu'on a vue là, C'est celle-là. ça c'était à Maïbout 1, qui est à 2 heures de route de Makoko, en allant vers Belinga. Et là, on faisait un don de médicaments au dispensaire de Maïbout 1. Parce que vous ne pouvez pas travailler dans un endroit, il y a des communautés locales, il y a des villages à côté, et ignorer les villages. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est ce qu'on explique aux communautés locales, mais avec le peu qu'on a, on essaie quand même de leur apporter quelque chose. Donc là, c'était un don de médicaments, et je pense que les sociétés minières, de plus en plus, réalisent que même si elles ne produisent pas encore, il faut quand même faire quelque chose pour les communautés locales. Ouais. Rénover, un dispensaire, apporter des médicaments, Construire une école, etc. Ça, c'est important parce que sinon, on se met à dos les communautés locales et vous ne pourrez pas travailler si vos voisins sont contre vous. Ouais. Vous ne pourrez pas. Parce que c'est eux qui vont vous apporter, qui vont fournir les cuisiniers, les ouvriers, etc. S'ils sont contre vous, votre activité ne marchera jamais. Donc, il faut travailler de concert avec elles, leur expliquer que on ne peut pas tout faire aujourd'hui, et même demain, on ne pourra pas tout faire. Chacun a son rôle, mais il faut quand même faire quelque chose. Monsieur Zebekale, je pense qu'on est arrivé au terme de notre entretien. Il va être 9h et vous devez aller sûrement au boulot. vous avez quelque chose à ajouter après tout ce qu'on s'est dit? Moi, je voulais dire que ça a été un réel plaisir d'être à Urban FM, que j'écoute de temps en temps. J'aime beaucoup la musique qui passe et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Merci. C'était Monsieur Fabrice Zebekale ce matin sur les 104.5 dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va écouter Naughty by Nature pour le titre OPP et on va retrouver Ingrid dans la rubrique au féminin. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.